Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal. Dans les titres ce soir, la justice va-t-elle reconnaître le sexe neutre? C'est en tout cas le combat d'un Tourangeau qui ne s'identifie ni à un homme ni à une femme. La décision est entre les mains de la Cour de cassation. Emmanuel Macron, grand vainqueur du premier débat présidentiel. Les sondages l'ont en tout cas placé en tête. Nous y reviendrons dans un instant avec l'analyse d'un journaliste politique. Et puis à la fin de ce journal, nous vous ferons découvrir un chantier pour le moins inédit, la construction d'une église. La chapelle Saint-Martin verra le jour dans quelques mois dans l'écoquartier Montconseil à Tours-Nord. Il s'agirait d'une première en France et en Europe, la reconnaissance par la justice du sexe neutre. Aujourd'hui, la Cour de cassation s'est penchée sur le dossier d'un Tourangeau de 66 ans qui souhaite voir apposer cette mention sexe neutre sur ses papiers d'identité. Ne se sentant ni homme ni femme depuis toujours, il avait obtenu gain de cause en première instance par le tribunal de Tours. Avant d'être débouté en appel, la décision a été mise en délibéré et l'arrêt de la Cour de cassation sera rendu le 4 mai prochain. Aurélie Renaud et Teddy Lebert. Né avec un micro-pénis et un vagin rudimentaire, il a été élevé comme un garçon. Interviewé par le journal Le Parisien aujourd'hui, il explique qu'en grandissant, son apparence n'était pas masculine, ni même androgyne, mais féminine. À 22 ans, un médecin lui propose une opération pour le féminiser. Il refuse. 10 ans plus tard, il prend des hormones et se masculinise. En 2015, le tribunal de Tours décide que son état civil, enregistré comme masculin, peut être modifié par la mention sexe neutre, une première en France. Et on peut penser que la décision du juge de Tours avait pour objectif de créer un électrochoc pour que peut-être, derrière, le législateur envisage cette nouvelle catégorie. Il faut savoir que cette troisième catégorie du sexe neutre existe dans certains pays, notamment au Népal, notamment en Australie. Mars 2016, la Cour d'appel d'Orléans refuse ce droit au motif qu'admettre la requête reviendrait à reconnaître, sous couvert d'une simple rectification d'état civil, l'existence d'un troisième sexe. Aujourd'hui, la Cour de cassation se saisit du cas d'intersexe du Tourangeau. La démarche est d'aller au bout, c'est-à-dire que très probablement, la Cour de cassation va indiquer que le juge ne peut pas être un législateur et qu'en conséquence, on ne peut pas créer cette troisième catégorie. Mais je pense que son objectif est d'aller jusqu'aux instances européennes, devant la Cour européenne des droits de l'homme, en disant qu'au nom d'un certain respect de la vie privée, à partir du moment où physiquement, médicalement, il ne peut pas être qualifié soit d'homme, soit de femme, il faut que le législateur crée cette troisième catégorie qui est le sexe neutre. Au total, près de 200 enfants naissent intersexes chaque année en France. À J-1 mois du premier tour de l'élection présidentielle, retour sur le grand débat qui avait lieu hier soir entre les 5 principaux candidats. Un rendez-vous suivi par près de 9 millions de téléspectateurs. C'est notre focus présidentiel. Présenté comme le troisième homme, l'homme providentiel, il participait hier à son premier grand débat télévisé. Emmanuel Macron a, semble-t-il, su convaincre les Français. C'est en tout cas ce qui ressort d'un sondage OpinionWay pour le magazine Le Point. Emmanuel Macron est arrivé en tête avec 25%. Alors celui qui partage la tête des intentions de vote au premier tour avec Marine Le Pen et François Fillon aurait pu faire l'objet des cibles de la part de ses adversaires. Mais le candidat centriste a apparemment su faire preuve de pugnacité. D'après ses supporters, Florent Clavel était avec eux hier soir dans une brasserie de Tours. Une salle de restaurant entièrement acquise à la cause d'Emmanuel Macron. Pour ce débat, ses supporters ont vu grand et ce n'est pas de trop. En Indre-et-Loire, le mouvement En Marche vient de passer la barre des 1600 adhérents. Il est 21h30, la soirée ne fait que commencer. Le référent départemental de la campagne est confiant. 2 jours avant, lors d'une réunion, il a trouvé son champion serein, déterminé, avec une réelle intelligence et une réelle bienveillance. Une bienveillance qui peut vite devenir une faiblesse face à 4 candidats rompus aux joutes verbales. Les attaques ne tardent pas. Les lobbies pharmaceutiques et bancaires participent-ils au financement de sa campagne? Pour ou contre le burkini? Ça veut dire quoi un salaire juste et décent? Le candidat répond pied à pied. Contrairement à vous, je propose d'avoir une France forte dans une Europe que j'assume pleinement. C'est notre grand désaccord. À mi-débat, les militants plébiscitent sa prestation. Il garde son calme, il a le sourire aussi, et surtout il n'est jamais dans l'attaque frontale. Sa position dans les sondages devait faire d'Emmanuel Macron une cible privilégiée dans ce débat.
Les attaques se répartissent finalement de façon équitable. Minuit passé et déjà plus de 3 heures de confrontation. C'est le moment de regarder les Français droit dans les yeux. En votant pour moi, vous me donnerez la possibilité de faire cette alternance profonde pour vous. Verdict sans surprise des adhérents. Il a bien su répondre aux attaques de Marine Le Pen, surtout au début des attaques sur le Burkini par exemple. Et je pense que chaque candidat a pu exposer ses idées, débattre avec les autres, donc c'était intéressant. Pas toujours à son aise sur la forme, Emmanuel Macron reste malgré tout le favori de cette présidentielle avec Marine Le Pen. Il est aussi l'un de ceux qui a le plus à perdre dans ce genre de débat. Un faux pas et son électorat, parmi les plus indécis, pourrait s'envoler. Et pour décrypter ce premier débat présidentiel, nous accueillons sur notre plateau Olivier Pouvreau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste politique à la Nouvelle République. Peut-être un mot sur ce qu'on vient d'entendre et puis surtout sur ces sondages qui ont donné Emmanuel Macron favori en tout cas du premier débat présidentiel d'hier. Est-ce que ces sondages, ils ont raison? Est-ce que Emmanuel Macron est ressorti un peu du lot quand même? Alors moi, Emmanuel Macron, je ne l'ai pas trouvé très convaincant. Ceci dit, je l'ai trouvé très combatif et courageux. C'était son premier grand débat, il arrive, et il a su le dire, il est nouveau face à 4 vieux lions de la politique, et je pense qu'il s'est bien battu. On l'attendait un peu au virage, on s'est dit il va peut-être terminer KO, et en fait il a su marquer des points. Et des pics aussi. Et des pics, il a su éviter un petit peu, comme vous savez, le jeune boxeur qui tourne autour du gros, là, et qui l'évite. Il a su marquer des points et il a su éviter la catastrophe. Si on devait donner une note à chacun des 5 candidats, ce serait laquelle Écoutez, sur 10, je mettrais 7 à Macron, entre 5 et 6 à Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et François Fillon, et puis 4 à Benoît Hamon. Qu'est-ce qui a fait que Benoît Hamon s'est retrouvé effectivement un petit peu en retrait par rapport aux 4 autres? Moi, je le trouve étonnant, Benoît Hamon. Je trouve qu'il est assez bon pour s'exprimer. Il a quand même un certain discours. Et malgré tout, la mayonnaise ne prend pas. Voilà, c'est difficile à expliquer, mais c'est quelqu'un qui n'arrive pas à imprimer quelque chose. Inversement, pour Marine Le Pen, donc pour le Front National, la mayonnaise a l'air de prendre, puisque là, désormais, on ne parle pas d'un parti, on va dire, écarté des autres. C'est un parti normal. Elle a fait 19% hier parmi les sondages. Oui, Marine Le Pen, maintenant, elle est avec les autres. Moi, je l'ai trouvée. Écoutez, elle est restée sur son territoire et dans son couloir. Mais j'ai trouvé qu'elle n'avait pas enfilé l'habit présidentiel. Je pensais qu'elle allait peut-être prendre plus de hauteur, être peut-être moins hargneuse. Et en fait, elle est restée telle qu'on la connaît. Alors pour en revenir au cas Macron, on l'a appris aujourd'hui, Barbara Pompili va rejoindre Emmanuel Macron. Marisol Touraine, est-ce qu'on a des infos sur... On n'a pas d'informations. Ce n'est pas faute de lui demander. Oui. On l'attend. C'est vrai que Marisol Touraine, c'est pas quelqu'un qui a envie, à mon avis, de soutenir Benoît Hamon. Je crois que Macron, c'est plutôt sa famille naturelle. Maintenant, est-ce qu'elle va aller au-delà c'est-à-dire soutenir Macron? Je ne sais pas. Je serais tenté de dire oui. Merci beaucoup Olivier d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci. En bref, l'auteur du coup de couteau qui avait blessé grièvement un jeune de 19 ans dimanche après-midi à Bléré devait être présenté aujourd'hui devant un juge d'instruction. À l'origine, une altercation au sein d'un groupe de jeunes qui a, semble-t-il, dégénéré. Un adolescent âgé de 17 ans avait alors sorti un couteau et s'en était pris à un autre. Touché à la carotide, la victime avait perdu beaucoup de sang, mais est désormais hors de danger. Tours Métropole, c'est maintenant officiel. Le décret est paru au journal officiel, est entré en vigueur aujourd'hui. Demain après-midi, cérémonie officielle avec la venue du ministre de l'Aménagement à Tours, Jean-Michel Baillet. Il dévoilera la plaque du nouveau nom de l'agglomération, Tours Métropole Val-de-Loire, avant de se rendre à MAM pour remettre le décret au président de la métropole, Philippe Briand. Le quartier Montconseil de Tours-Nord accueillera dans quelques mois une nouvelle église pour remplacer celle déjà existante de Saint-Libert qui se dégrade. La future chapelle, baptisée Saint-Martin, du nom du saint patron de Tours, se veut plus moderne et devrait pouvoir accueillir jusqu'à 150 personnes. La première pierre a été posée par Monseigneur Aubertin. Le chantier devrait durer 8 mois. L'ouverture prévue en novembre 2017. Adrien Portron.
Une forme de coque renversée avec un clocher central, voici à quoi va ressembler le nouvel édifice religieux. Celle-ci remplacera l'église Saint-Libert présentant des fissures importantes et nécessitant de lourds et onéreux travaux. Il était donc important de retrouver un nouveau lieu de culte religieux. Mais une église moderne a un coût qui s'élève à 2 millions d'euros. Ça revient plus cher de faire une nouvelle église, mais on peut la refaire dans un esprit nouveau. Oui, on a essayé de tenir compte des techniques nouvelles et des soucis nouveaux. C'est seulement la deuxième fois en 15 ans que Monseigneur Aubertin inaugure une église. En France, il y en a environ qu'une dizaine par an de construites. Elle aura une position centrale dans ce nouveau quartier, ce qui va lui assurer une visibilité certaine. De plus, cette chapelle se verra offrir la partie symbolique, les cloches. C'est important parce que c'est une belle symbolique. Je ne vais pas vous faire le jeu de mots de la résonance, mais pour nous, dans un nouveau quartier comme le quartier de Montconseil, à l'angle de la rue de la Chapelle, pouvoir financer une église et y mettre 3 nouvelles cloches, c'est une symbolique en France qui n'a plus beaucoup cours et qui nous intéresse beaucoup. Pour la financer, le diocèse a donc décidé de souscrire à un emprunt bancaire modulable, remboursable sur 12 mois. En attendant, les travaux vont durer environ 8 mois. Elle ouvrira donc ses portes au mois de novembre 2017 avec une capacité d'accueil de 150 personnes. Nouveau décor, nouveau visage pour le rond-point de l'hippodrome de Chambray-les-Tours. Les colonnes lumineuses ont, comme vous le voyez sur ces images, laissé place à des fleurs et plus précisément à des coquelicots. Il y en a en tout 552, perchés à 3 et 4 mètres de haut. Une véritable œuvre d'art lumineuse et un espace entièrement repensé par souci d'économie d'énergie. L'éclairage LED permet en effet de diviser la consommation par 7 par rapport au précédent dispositif. Une innovation qui aura coûté près de 315 000 €. Il était l'un des grands absents du débat présidentiel, Nicolas Dupont-Aignan, le candidat de Debout la France. Cela ne l'a pas empêché de créer le buzz et de se faire entendre dans la presse et sur les réseaux sociaux. Dans un instant, Jean de Fouquier, son secrétaire départemental pour l'Indre-et-Loire, sera avec nous sur ce plateau. À tout de suite.